Bonjour, merci à Jamal de m'avoir présenté. Je suis donc le docteur Roselyne Combe, je travaille dans le service de génétique en tant que neuropédiatre on m'a chargé de faire la partie, on va dire, très clinique. Donc ma présentation va être séparée finalement en 3 grands groupes. Il y aura la reprise de ce qu'on connaît du syndrome Maître-Ezel, quels sont les signes cliniques présents, ceux qu'on pensait importants, ceux qui finalement sont peut-être sous-diagnostiqués. 2, on a repris la méthodologie du PNDS et ce qui en est sorti. Et il y aura une petite pause à ce moment-là pour des questions. Et enfin, je referai le point sur ce que nous a apporté Génida, parce que vous êtes beaucoup à y avoir contribué. Du coup, ma présentation va y avoir une petite introduction pour faire le rappel de depuis quand on connaît le syndrome Maître-Ezel. Puis la partie signes cliniques que j'ai séparée en plusieurs grands groupes, en tout ça fait 6 grands groupes. La partie sur la publication du PNDS, une petite pause pour les questions et la partie sur Génida. Pour vous rappeler finalement le syndrome Maître-Ezel, la première description de l'implication du gène Maître-Ezel chez un patient date de 2002. Et si vous regardez la petite frise qui est ici en bas à gauche, il y a eu un gros trou entre 2002 et 2013 sur les publications scientifiques, en tout cas en lien avec le gène Maître-Ezel. Puis en 2012, le docteur Azadolahi a fait la première publication scientifique chez 3 patients qui présentaient des délétions du gène Maître-Ezel en faisant un lien avec le syndrome Maître-Ezel. Actuellement, en 2024, quand on reprend l'ensemble de la littérature, il y a environ 100 enfants ou adultes qui ont été décrits dans les articles scientifiques et on a 49 familles actuellement inscrites sur Génida. Quand on reprend ce qu'on sait sur le syndrome Maître-Ezel, quels sont les signes cliniques ? On se rend compte que c'est un syndrome qui implique de nombreux organes. Initialement, on a beaucoup parlé des problèmes de cœur et des problèmes de retard de développement. Et finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses qui se surajoutent et qu'il est important de diagnostiquer ou en tout cas d'évaluer. Je commence par on va dire la caractéristique la plus constante chez les enfants présentant un syndrome Maître-Ezel, c'est le retard initial des acquisitions, à la fois sur le plan moteur. Quand on fait la synthèse, la tenue assise, elle est en moyenne vers 12 mois et la marche en moyenne vers 30 mois. Et le retard qui est le plus impactant au quotidien, c'est vraiment le retard de langage. Autant sur le versant compréhension, toutes les familles et tous les articles retrouvent bien une compréhension qui est conservée, notamment pour tout ce qui est vie quotidienne au domicile ou en tout cas dans les environnements habituels. Par contre, le version expression est beaucoup plus lent, avec des premiers mots habituellement vers 3 ans, et pour à peu près un enfant ou un adulte sur 3, un langage qui se développe peu, voire pas du tout. Une des constantes aussi qu'on retrouve, ou en tout cas de manière assez fréquente, c'est les problèmes d'élocution, avec vraiment des problèmes de compréhension par les gens qui ne sont pas de l'entourage du langage des enfants. On sait que par la suite, ce retard des acquisitions va évoluer vers ce qu'on appelle actuellement un trouble du développement intellectuel, ce qui était appelé avant déficience intellectuelle, c'est-à-dire des difficultés dans le raisonnement, dans la planification, dans l'orientation, dans le temps et l'espace, tout en sachant qu'on pose ce diagnostic normalement sur des tests normés qui sont faits plutôt pour les enfants dans la norme. Et notamment du fait du retard de langage, les tests sont difficiles à réaliser chez ces enfants et sous-estiment probablement une partie de leurs compétences car beaucoup sont basés sur le langage oral et qui reste une des faiblesses de ces enfants. Par la suite, on se rend compte que beaucoup d'entre eux, à l'âge adulte ou notamment à l'âge adulte, ont encore besoin de guidance pour les gestes de la vie quotidienne. C'est des choses qu'ils apprennent au fur et à mesure, mais il y a une certaine lenteur, il y a une certaine manque d'initiative qui nécessite le fait de rappeler qu'il faut se brosser les dents tous les soirs, de se rappeler qu'il faut s'habiller et pendant l'habillage, de vraiment soutenir chaque étape de l'habillage. Une des difficultés aussi qui rentre à la fois dans le comportement et à la fois dans le neurodéveloppement, c'est le trouble attentionnel avec aussi sans hyperactivité qui joue aussi finalement pour les gestes de la vie quotidienne. Dans les autres signes neurologiques qu'on peut retrouver, il y a l'épilepsie qui reste finalement, on va dire,
à hauteur de médecin relativement rare, c'est-à-dire moins d'un enfant sur 4. Principalement, il y a des convulsions avec la fièvre, donc qui touchent plutôt le petit enfant. Et on s'est rendu compte qu'au niveau traitement, souvent un seul traitement suffisait, c'est le terme de pharmacosensible, c'est-à-dire un traitement permet de contrôler l'épilepsie et peut être arrêté la plupart du temps par la suite. Dans les difficultés quotidiennes et plutôt rapportées par les familles et qui étaient assez peu notées dans la littérature scientifique, c'est vraiment cette fatigabilité musculaire, cette nécessité d'avoir un périmètre de marche réduit, donc qui entrave les activités pour eux de la vie quotidienne, et la démarche dite ataxique, c'est-à-dire un peu instable, avec des chutes fréquentes, avec des difficultés à appréhender les marches, les trottoirs et vraiment à être adaptable à la vie en extérieur. On retrouve aussi une hypotonie, c'est-à-dire une certaine mollesse, on va dire, et notamment du visage avec parfois un bavage, et ça aussi, ça peut entraver le langage. Au niveau comportemental, ce qui est retrouvé le plus souvent, c'est vraiment les troubles attentionnels, les troubles du sommeil, une intolérance à la frustration, notamment chez les plus petits. Et initialement étaient décrits des troubles du spectre de l'autisme chez moins d'un enfant sur 2. Et en fait, en reprenant un peu ce qui est décrit, le diagnostic est rarement porté, c'est plutôt des signes qui rentrent dans le trouble du spectre de l'autisme avec des stéréotypies, avec parfois des intérêts restreints, sans forcément avoir un tableau complet de ce trouble. Dans la deuxième grande catégorie, à mon sens, de symptômes, il y a les signes musculo-squelettiques. Les signes qui apparaissent plutôt à l'adolescente, âge adulte, c'est-à-dire la scoliose, une déviation du rachis qui peut entraîner des problèmes respiratoires et des douleurs. Il y a assez peu de recul chez les grands et chez les adultes, ce qui fait que la prévalence actuellement elle est encore difficile à déterminer. On sait qu'elle peut aussi être favorisée par l'hypotonie, ce qui va motiver actuellement un dépistage un peu pour étudier cette prévalence et voir est-ce que c'est quelque chose de très spécifique au syndrome Maître-Ezel ou pas forcément. Le deuxième grand symptôme, c'est les anomalies des extrémités qui sont pour le coup plutôt détectées en anténatal ou en néonatal, les chevauchements des doigts. Et au premier plan, on retrouve quand même les anomalies au niveau des pieds, avec des pieds en Z, avec des malpositions des pieds. Finalement, l'impact, c'est plutôt au quotidien pour trouver des chaussures adaptées et pour permettre une marche assez fluide. Ces deux grands groupes de symptômes nécessitent soit un suivi en médecine physique et réadaptation, soit un suivi orthopédique. Et finalement, c'est quelque chose qui sera à discuter au moment de l'examen clinique initial. Dans les signes qu'on a retrouvés finalement plus fréquemment décrits par les familles que dans la littérature, il y a vraiment les troubles auditifs et les problèmes de vision. Sur le plan de l'audition, c'est finalement rarement des malformations, mais plutôt des infections ORL répétées, c'est-à-dire des otites, parfois des otites séreuses qui ne sont pas infectieuses, mais qui entraînent une perte auditive, qui peuvent être également améliorées par certains traitements ORL. Et donc, il y a vraiment un intérêt à avoir un dépistage auditif régulier, d'autant plus que ces otites séreuses peuvent entraîner un retard de langage. Pareil, la fréquence, elle reste à préciser. Et sur le plan visuel, ce qu'on a observé, et notamment chez les patients qu'on a rencontrés déjà avec le professeur Goumid, c'est cette immaturité visuelle jusqu'à l'âge de 2 ans et qui évolue souvent vers un strabisme et ou une hypermétropie, c'est-à-dire des difficultés à voir de près. Au niveau digestif, il n'y a pas ou peu de malformations. Ce qu'on va retrouver fréquemment, c'est un reflux gastro-œsophagien, mais pas uniquement dans la toute petite enfance comme les nourrissons, mais qui peut persister dans le temps. Une constipation qui nécessite la plupart du temps un traitement et qui entraîne des douleurs et un inconfort chronique. Des difficultés alimentaires, soit une sélection alimentaire, pas uniquement le fait de refuser les fruits et légumes comme tout enfant, mais vraiment parfois des sélections sur certains types d'aliments, et une lenteur, et notamment à la mastication. Et dans le même sens, la croissance staturopondérale est dite normale. On aura quand même tendance on a l'impression qu'il y a un peu plus de surpoids à l'âge adulte, et pareil, ça fait partie des choses qui vont être à observer par la suite. Enfin, je reviens sur la cardiopathie parce que c'était le signe, on va dire, un des signes cardinaux avec le retard des acquisitions initialement chez les décrits dans le syndrome Maître-Ezel. Je pense qu'à peu près tous les patients qui ont eu un diagnostic de syndrome Maître-Ezel ont bénéficié d'une échographie cardiaque. Finalement, on retrouve une vraie malformation chez moins d'1 sur 3, et c'est des malformations qui peuvent évoluer de façon spontanément bénigne, c'est-à-dire avec une régression des symptômes. Et la plupart du temps, elle est peu symptomatique, non chirurgicale. Ça nécessite un suivi, mais pas forcément une prise en charge très soutenue.
Et du coup, avec ces connaissances-là, on s'est proposé de réaliser le PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins du syndrome Maître-Ezel. Celui-ci a été publié en 2022, donc il y a maintenant 18 mois. Je reprends ce qu'est un PNDS. L'objectif d'un PNDS, c'est quand un patient ou un enfant avec un syndrome Maître-Ezel consulte son médecin généraliste, qu'il puisse avoir une base pour mieux comprendre ce qu'est la maladie, quelles sont les prises en charge qui sont adaptées. Donc c'est vraiment explicité aux professionnels concernés. Ça peut être aussi les orthophonistes, les psychomotriciens, la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale dans le parcours de soins d'un patient atteint d'une maladie rare donnée. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser la prise en charge, c'est-à-dire que chaque enfant ait le même suivi, si possible, le plus optimisé pour sa pathologie. Pour rédiger un PNDS, il faut qu'on rédige ce qu'on appelle un argumentaire scientifique. Donc on a fait une analyse complète de la littérature pour extraire les données intéressantes et les résumer dans ce document. Il y a un coordonnateur, plusieurs rédacteurs et surtout, le plus important finalement, je pense, c'est le groupe de travail pluridisciplinaire qui inclut des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, mais aussi des généralistes et pédiatres de ville finalement à qui s'adresse ce document et des représentants d'associations de patients ou d'usagers. C'est vrai qu'on a eu la chance du coup avec nos liens de l'association Maître-Ezel que ça se fasse de manière très simple et si possible sur l'ensemble du territoire pour éviter que ça soit centré par une seule équipe et qu'il y ait un peu des propositions contradictoires pour améliorer les choses. Donc le PNDS, je vous ai fait quelques captures d'écran de celui qui est actuellement. Il suffit de mettre, c'est publié par l'Autorité de santé. Donc quand vous mettez PNDS syndrome Maître-Ezel, il n'y a que celui-là qui va arriver finalement. Il y a d'abord une synthèse à destination du médecin traitant qui ne doit pas faire plus d'une page recto-verso, qui reprend vraiment en grande ligne qu'est-ce que le syndrome Maître-Ezel, quels sont les signes à chercher, comment on peut faire le diagnostic. Et puis après, il y a un document plus détaillé qui va reprendre les méthodes de diagnostic. Donc, dans le cas du syndrome Maître-Ezel, c'est le docteur Small qui l'a rédigé avec tous les outils moléculaires pour arriver au diagnostic, les différents types de mutations, quels sont les examens qu'on peut faire, sachant que vu les progrès de la génétique, ce paragraphe assez rapidement devient un peu obsolète, mais c'est une bonne base en tout cas pour comprendre le mécanisme. Il y aura un paragraphe évaluation initiale, c'est-à-dire une fois qu'on a un résultat génétique, quels sont les examens entre guillemets obligatoires, quels sont ceux qu'on peut proposer et qu'est-ce qu'il y a dans l'examen clinique à rechercher. Donc il y a, sur ce paragraphe, il y a vraiment la reprise de l'ensemble des symptômes décrits, les examens complémentaires pouvant être proposés après le diagnostic et la place des examens à proposer si les précédents n'ont pas été réalisés. Et c'est vrai qu'ici, on a principalement axé sur le dépistage sensoriel. Et enfin, on fait une proposition de suivi, c'est-à-dire qu'après l'évaluation initiale, c'est tous les combien de temps il faut revoir l'enfant. Est-ce qu'il y a des examens à proposer régulièrement donc, dans le syndrome Maître-Ezel, il n'y a pas de thérapeutique spécifique. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de littérature sur tel traitement va bien fonctionner sur tel symptôme ou tel traitement va bien fonctionner sur le syndrome Maître-Ezel. Donc, on a axé plutôt sur le dépistage des signes associés, tout en resignalant que actuellement, le diagnostic se fait souvent dans la petite enfance et donc il est important qu'il y ait un suivi pédiatrique standard par un généraliste ou un pédiatre avec notamment l'évaluation socio-familiale, l'examen clinique avec la croissance staturo-pondérale du périmètre crânien et les vaccinations qui sont standards à tout autre enfant. Après, on a mis en place neuropédiatre, généticien ou en tout cas médecin spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, ce qui va permettre de voir est-ce que finalement le développement correspond à ce qu'on entend, est-ce qu'il y a des choses qui semblent plus difficiles et du coup enclencher plus rapidement le dépistage des comorbidités, est-ce que le retard de langage, il faut aller plus vite vers un bilan auditif. Donc vraiment cette question de est-ce que ça correspond, on va dire, à la majorité des patients ou est-ce qu'il y a des petites atypies qui vont nécessiter des choses un peu plus spécifiques. Et après on a rajouté finalement les suivis, on va dire neuropsychiatre, pédopsychiatre, neurologue, selon l'examen clinique finalement et selon l'avis du neuropédiatre qui va suivre ou du généticien qui va suivre l'enfant sur ce côté maladie rare. On a mis de manière répétée les examens ORL et ophtalmologiques vraiment dans cette idée de se dire ces atteintes sensorielles font partie des surhandicaps de l'enfant et c'est important de les dépister au plus tôt. On a mis aussi les anomalies dentaires, même si j'en ai pas parlé précédemment, on se rend compte que c'est relativement fréquent et ça a un vrai intérêt pour la prise en charge de l'enfant. Puis l'orthopédiste, le médecin de physique et réadaptation ou le cardiologue
comme précédemment, c'est du dépistage et du suivi si nécessaire. Du coup, c'était aussi l'occasion de faire le retour sur le site Génida. Et du coup, ce que ça nous a apporté avec ce côté expertise des parents dans la description du syndrome Maître-Trézel. Pour mémoire, tout le monde ne connaît peut-être pas le site Génida. C'est un site porté par l'INSERM, qui est l'Institut national de recherche, qui est, j'ai écrit européen, mais en fait mondial, avec un questionnaire qui est traduit en 8 langues et des données anonymisées. L'objectif initial de ce site, c'est vraiment d'accélérer les connaissances sur les formes génétiques de déficience intellectuelle, autisme ou épilepsie, en renforçant les liens entre les personnes et leurs familles et les médecins, chercheurs et autres professionnels impliqués dans la prise en charge. Le Génida, je peux entendre que sur le côté, on va dire, entourage du patient, ça soit un peu, on va dire, stressant de voir arriver ces 49, je ne les ai pas tous mis, mais ces 49 petites questions avec un site. Moi, j'ai que la version, ce que nous, on aperçoit, mais c'est vrai que déplier chaque sous-questionnaire, je pense que ça prend un certain temps à être rempli. Je ne peux que vous encourager à le faire parce que sur nous, en tout cas, notre retour, ça nous a permis d'avancer, de remonter des problématiques qui finalement sont peut-être apparues plus au premier plan que ce qu'on aurait cru initialement et de les inclure dans le PNDS. La cohorte Maître-Trézel, actuellement, cohorte et entre guillemets, c'est comme ça que c'est écrit sur le site de notre côté. On a eu l'accès il y a maintenant 3 ans avec le docteur Small. En tout, il y a 49 patients et donc 49 familles qui sont inscrites. On voit qu'il y a beaucoup, et je pense que c'est grâce à l'association Maître-Trézel, il y a majoritairement des patients français, un peu de patients américains et après un quart sont des patients européens. Dans les choses intéressantes, en tout cas pour nous, c'est vraiment la moyenne d'âge qui est à 16 ans, donc qui permet d'avoir un recul sur toute l'enfance, alors que dans la littérature, la moyenne d'âge est plutôt à 7 ans et demi. Et on voit, je pense que 2019, vous disiez que c'était la dernière réunion, le pic d'inscription après cette réunion. Et vraiment, on vous remercie d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire qui, on va dire, exhaustif. Après, pour moi, c'est là, je ne l'ai pas dit avant, c'est l'avantage, c'est pas du tout biaisé parce qu'on connaît déjà, et c'est vraiment le même questionnaire pour toutes les pathologies, et ça évite qu'on se repose uniquement la question de quelle est l'atteinte cardiaque, quelle est l'atteinte intellectuelle des enfants. Sur les 49 formulaires, il y en a 44 qui sont remplis environ complètement. Et effectivement, une des premières surprises, je ne sais pas si vous voyez bien, finalement, le problème, il y a on va dire un item aperçu général. Quel est le problème principal chez votre enfant? Il y a écrit en 1, c'est problème de vision. En 2, le diagnostic de déficience intellectuelle. Et en 3, les problèmes musculo-squelettiques. Et c'est là-dessus, finalement, qu'on a refait le point sur ce qu'on connaissait dans les symptômes et ce qui était finalement assez peu décrit. Dans le diagnostic de déficience intellectuelle, on était aussi assez surpris parce que finalement, alors que dans les publications, tous les enfants ont un diagnostic de déficience intellectuelle, je ne l'ai pas remis après dans les diapositives, mais quand on va un peu plus loin, c'est plutôt que le diagnostic n'a pas été posé ou n'a peut-être pas été transmis aux familles, plutôt que l'absence de ce diagnostic-là. Et finalement, c'est parfois un des bémols qu'on met sur ce site, on retrouve ce qu'ont compris les familles. Et donc, en tout cas, dans ma pratique, je me suis posé la question de est-ce que j'ai prononcé ces mots aux familles quand ils sont venus en consultation, ou est-ce que je l'ai écrit dans mon dossier parce que ça me semblait évident, mais ça n'a pas été dit de manière, on va dire, ouverte et discutée avec les familles. L'autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est le côté les points forts. C'est vrai que quand je vous ai fait la litanie des signes qu'on retrouvait chez vos enfants, je n'ai pas signalé tous les points positifs que les familles nous rapportent, y compris en consultation. Et il y a vraiment, je vous ai mis que 2 des 3 pages c'est des enfants qui sont heureux de vivre, qui sont souriants, qui sont curieux, qui sont bien intégrés dans leur environnement familial, social. Enfin, il y a vraiment ce côté de, ils sont la plupart du temps faciles à vivre et ça fait partie des joies du quotidien aussi. Ce côté-là, et c'est des choses qui sont, en tout cas dans la littérature scientifique, très très peu notées. Et l'autre question que nous, on s'est posée, c'est est-ce que, entre guillemets, les cohortes de littérature et de Génida sont comparables? Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur ce site et sur ce recueil de données pour faire des recommandations, pour, entre guillemets, mieux connaître la maladie? Quand vous regardez, là, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de variabilité.
En pratique, en faisant une étude statistique normée, il n'y a pas de différence entre les deux cohortes. Je pense que les chiffres qui peuvent paraître un peu différents, peuvent dépendre des âges des patients, et les problèmes, notamment les problèmes auditifs, dans la littérature, ils sont notés que quand ils existent. Alors que là, la question est bien plus ouverte, c'est est-ce qu'il a un problème auditif, oui, non. Donc il y a beaucoup plus de parents qui vont répondre non, alors que sur le côté médical, comme on note que les signes positifs, finalement, probablement que les patients qui n'ont pas de problème n'ont pas été rapportés, en tout cas, ça n'a pas été signalé. Donc, ce qui nous a un peu conforté, finalement, quand on a fait le point sur Genida, c'est de se dire, les patients de la littérature de Genida, ils ont quand même un profil similaire, donc on peut utiliser toutes les données que vous avez apportées pour vraiment mieux comprendre ce syndrome. Alors, vous voyez quand même que la liste est très longue, donc je ne vais pas reprendre toute la liste. Et donc là, je vais recentrer sur deux choses, les problèmes de comportement et d'alimentation. Les problèmes de comportement, finalement, ils sont présents quand même chez plus de la moitié des enfants. Et après, de la même manière, problèmes de comportement sur le plan médical et sur le plan familial, ce n'est pas forcément, on va dire, la même chose. Nous, en tout cas, quand je note dans mes courriers troubles du comportement, c'est plutôt la question de l'agressivité, de l'hétéroagressivité, le fait d'avoir des problèmes à s'adapter en vie communautaire. Chez les familles, ce qu'on a noté, c'est plutôt le déficit attentionnel, et c'est aussi pour ça qu'on l'a remis un peu plus en avant dans le PNDS. Le côté un peu trouble du spectre de l'autisme avec les comportements répétitifs, les stéréotypies, le fait d'avoir effectivement des intérêts restreints porte de l'intérêt à peu de choses. Et finalement, l'intolérance à la frustration, le côté agressif n'est pas du tout mis, on va dire, au premier plan chez les enfants, en tout cas par l'entourage des enfants. Et après, les troubles digestifs, pareil, chez nous, troubles digestifs, on va dire, c'est très médical. Et là, on a retrouvé plutôt les choses du quotidien qui ne nécessitent pas forcément de prise en charge médicale. C'est-à-dire la constipation, c'est d'abord des règles hygiéno-diététiques. Les problèmes, c'est là où je reviens sur les problèmes il n'arrive pas à mâcher, il faut qu'il mange mixé, avec des difficultés qui vous impactent énormément au quotidien, mais qui ne sont pas forcément très médicalisées, soit parce qu'on ne fait pas l'interrogatoire dans ce sens-là. Et effectivement, la plupart du temps, c'est plutôt de la rééducation qui va permettre de répondre à ces interrogations. En pratique, Genida, ça a eu un impact, à mon sens, sur la prise en charge. Parce que c'est aussi avoir de manière, on va dire, simplifiée, qu'est-ce qui embête les familles au quotidien. Donc, mieux répondre aux questions alimentaires et du comportement. 2, mieux dépister les troubles auditifs, visuels, les troubles attentionnels, les difficultés à la marche, qui restaient vraiment dans vos difficultés. Et comme je l'ai mis, c'est s'interroger sur la présence de signes qui ne sont pas décrits dans la littérature, mais effectivement, on a l'impression que c'est présent plutôt chez les grands enfants, et notamment les histoires de démangeaisons et de problèmes cutanés qui nous sont relatés plutôt par les parents d'enfants adultes que chez les tout-petits. Mais du coup, je n'ai pas la réponse de quelle est la prévalence, est-ce qu'il y a des traitements qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. C'est plutôt dans les pistes de choses qu'on a à surveiller. Je vous remercie de votre attention.